Bonjour Eric. Salut. Bon, on s'en est sorti. Donc tout va très bien. Bon, ça va toujours? Ça va toujours très bien et toi? Bah écoute, on fait aller, hein. Tout va bien. Mm. Euh, il, il fait pas beau, on est enfermé chez nous, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ça, exactement. Euh, alors du coup, bah, on va y aller. Là, il y a des gens qui commencent à se connecter, alors allons-y. Euh, présente-nous ton projet, et puis on va évoquer ce dont on va parler aujourd'hui. Vas-y. Ben, je m'appelle Augustin Gaillot, donc je suis cofondateur et CEO d'OmniCloud, que j'ai cofondé en 2018 avec mon cousin Félix Perrault. Donc OmniCloud, le principe est assez simple, c'est de la virtualisation de postes de travail professionnels, euh, donc à destination de parcs informatiques d'entreprise dans le cloud. Donc on est parti vraiment sur l'objectif de tout redévelopper nous-mêmes. Donc le principe d'ordinateur virtuel, c'est quelque chose qui existe depuis une vingtaine d'années à peu près, notamment dans le monde de l'entreprise, et voilà, qui est très soutenu par des acteurs américains principalement. Et donc on a voulu réadapter ce système pour les entreprises, notamment les PME et les petites ETI. Et donc ça a dû passer par redévelopper toute une solution, mettre en place des liens forts avec des acteurs français notamment, tant au niveau des constructeurs du matériel informatique, des serveurs dans lesquels sont hébergées nos machines virtuelles, et aussi donc des hébergeurs locaux, des infogéreurs locaux qui redistribuent notre solution. Alors, on va expliquer un peu parce que tout le monde n'est pas technique. Donc, concrètement, nous, on est un groupe d'informatique aussi. Donc, on a des technologies on appelle ça des machines virtuelles. C'est-à-dire, en gros, j'installe un serveur qui n'est pas un serveur physique, qui est un serveur virtuel. Il tourne sur une machine ou sur plusieurs machines. Et l'avantage pour nous, c'est que si demain matin, au lieu de vouloir l'héberger à Paris, je dis n'importe quoi, je veux l'héberger à Marseille, et ben j'appuie sur un bouton et 10 minutes après, il est à Marseille. Et effectivement, Exactement. ce sont les Américains qui dominent le marché. Alors déjà, le simple fait qu'un Français veuille rentrer sur ce marché, moi, ça me fait plaisir. Euh, Maintenant, quels avantages est-ce que vous apportez par rapport à ces Américains qui existent depuis assez longtemps, qui sont pas très chers, il y a une des solutions gratuites. Qu'est-ce que vous apportez? Alors déjà, c'est une solution qu'on a taillée autour de rencontres et de rendez-vous avec notre cœur de cible qui sont les PME. Donc toutes les solutions donc qu'on appelle de VDI pour Virtual Desktop Infrastructure sont vraiment taillées pour des grosses entreprises. Donc on va parler des grands groupes. En France, il y a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui utilisent ce genre de système. Mais malgré plein d'avantages que ça peut offrir, et on pourrait y revenir, c'est vraiment des solutions voilà, qui sont pas taillées pour les PME. Donc les PME sont un peu bloquées aujourd'hui en se disant, bah, c'est une solution qui peut m'intéresser, mais bah, dès que je veux mettre en place une infrastructure assez lourde, j'ai besoin de personnel dédié à la gestion de cette infrastructure. C'est un personnel qui a besoin de compétences spécifiques, qui est coûteux. Euh, et au fil du temps, finalement, voilà, la plupart des ressources ne sont pas utilisées. Donc vraiment, on est parti des besoins premiers des entreprises. Il leur faut des ordinateurs qui fonctionnent, un système qui est sécurisé, évidemment, qui soit le plus simple possible à mettre en place et à administrer. Et donc c'est vraiment ce premier besoin-là. Le deuxième besoin, effectivement, bah, c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est la souveraineté. La souveraineté, aujourd'hui, c'est un mot un peu fort qu'on utilise un petit peu à tout va, mais là où déjà on a du mal à héberger quelques données, quand on va parler aujourd'hui de Facebook, il y a une belle polémique en ce moment autour de WhatsApp par exemple, c'est les données un peu personnelles. Là on parle des données professionnelles de l'entreprise, pour certaines c'est vraiment bah, des secrets qui font toute leur valeur. Et donc il y a cette peur-là de se dire, bah, je vais héberger mes données sur un service américain, je ne sais pas exactement où elles sont en France, elles sont en Europe. Le Patriot Act peut ou pas toucher mes données. Donc, pour rappel, le Patriot Act, c'est une loi américaine qui dit que sur requête du gouvernement américain, toutes les données qui sont hébergées par des solutions américaines peuvent être accédées par le gouvernement. Et donc, du coup, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas envie que le gouvernement américain ou qui que ce soit d'autre ait accès à leurs données. Donc, passer par une solution souveraine, c'est vraiment important.
Donc voilà. Ensuite, derrière, on va avoir plein d'avantages qui sont liés au VDI de manière générale, mais qu'on met beaucoup en avant et sur lesquels on a appuyé notre technologie et qui font beaucoup sens aujourd'hui, notamment c'est la mobilité. Ouais. Le principe pour schématiser, c'est que mon ordinateur professionnel tourne dans un data center, dans un serveur qui peut être dans mes bureaux, chez un hébergeur de confiance que je connais, un hébergeur régional. Il y en a beaucoup en France, des hébergeurs régionaux. Ou en plus gros, on travaille par exemple avec OVH. Donc mon ordinateur tourne là-bas, et quand je veux travailler, je prends n'importe quel ordinateur qui a une connexion Internet, voire même un téléphone portable ou une tablette, et en me connectant à mon compte, j'accède à mon ordinateur professionnel et je peux commencer à travailler. Et donc j'ai tous mes outils, toutes mes données, tous mes logiciels. Et donc c'est cette mobilité qui est très intéressante, surtout en cette période, parce que donc on n'a pas besoin de mettre en place de VPN dont on entend beaucoup parler, les VPN pour accéder à ces données d'entreprise, euh, qui sont pour certains bien faits, mais pour beaucoup qui entraînent beaucoup de risques de sécurité. Et ici, très simplement, je peux prendre l'ordinateur de mon frère, l'ordinateur d'un ami, et travailler sur mon environnement professionnel sans aucun risque de perte ou de vol de données. D'accord. Et alors, ce qui est bizarre au premier abord, lorsqu'on fait ça, c'est d'utiliser un ordinateur pour se connecter à un autre ordinateur qui est hébergé sur un troisième ordinateur. Euh, en quoi c'est intelligent de faire ça? Alors, effectivement, dit comme ça peut paraître étrange. Euh, alors, on va découper ça en plusieurs phases. Déjà, d'utiliser un ordinateur qui tourne sur un autre ordinateur, donc l'ordinateur virtuel sur un ordinateur physique, ça a beaucoup d'avantages, notamment en termes de ROI, donc de retour sur investissement. Là où, de manière générale, quand on déploie un ordinateur physique pour un collaborateur, généralement, en fait, la vraie puissance de l'ordinateur sera jamais utilisée. On utilisera entre 50 et 70% de la puissance disponible. Et cet ordinateur, il faut le changer tous les 3 ans, 5 ans en fonction de l'usage. Si jamais il se casse, il faut le remplacer. Si on peut perdre des données, on peut perdre l'ordinateur, se le faire voler. Donc faire tourner un ordinateur virtuel sur un ordinateur physique, ça permet de s'affranchir de tout ça. Donc déjà, on peut tailler l'ordinateur pour son usage à un moment précis, et donc vraiment utiliser que la puissance dont on a besoin. Mais si on a besoin de plus de puissance à un moment, on y a accès sans problème. Et on n'a pas à s'inquiéter de si l'ordinateur casse, dans 5 ans, est-ce que je vais devoir changer le serveur ou pas. Tout ça, c'est géré automatiquement par notre système. Donc si le serveur, le serveur physique sur lequel tourne ton ordinateur virtuel a une panne, casse ou s'il y a un problème, nous, automatiquement, on a un autre serveur qui va prendre le relais, qui va faire tourner cette machine, et tu n'auras aucune perception d'interruption de service, quelle qu'elle soit. Et après, du coup, donc effectivement, devoir acheter un ordinateur physique pour se connecter à son ordinateur à distance, ça peut paraître étrange. Donc, nous, dans notre offre, on met à disposition également un ordinateur très très léger qui permet de se connecter à son ordinateur dans le cloud. Le gros avantage du VDI, c'est qu'on peut utiliser vraiment même des très vieux ordinateurs, hein, et il faut juste un écran, un clavier, une connexion Internet, et on peut travailler sur son ordinateur à distance. Donc, dans notre offre, on met à disposition ces ordinateurs-là, mais il y a une tendance qui marche beaucoup, notamment dans les pays anglo-saxons, mais qui commence à faire éruption en France, c'est ce qu'on appelle le BYOD, Bring Your Own Device. Donc, on demande en fait aux employés de ramener leur ordinateur personnel pour travailler. Donc, comme ça, effectivement, l'entreprise n'a pas besoin de fournir d'ordinateur professionnel aux collaborateurs. Par contre, derrière, ça a des contraintes de sécurité parce que quand je travaille dans l'entreprise, j'ai accès à certaines données, mais quand je rentre chez moi, ça reste mon ordinateur. Donc, je peux faire ce que je veux, télécharger tout ce que je veux et potentiellement avoir des virus et des choses comme ça. Donc, le VDI, là encore, apporte une grosse brique de sécurité parce que je peux apporter un ordinateur, mon ordinateur personnel, qui peut être complètement infecté par tout type de virus, et je me connecte dans mon entreprise à ma machine professionnelle virtuelle, donc qui est dans son environnement à elle, et donc il n'y a aucun risque de fuite de données, que mon virus aille sur mon ordinateur professionnel, qui rentre dans mon réseau professionnel. Tout ça, c'est sécurisé dans une bulle. D'accord. Donc ça, et alors, l'entreprise existe depuis combien de temps? Donc on l'a créé en 2018, fin 2018. On travaille dessus depuis à peu près début 2018. On a commencé à faire un petit peu de la recherche de marché, de technologies, ce qui était possible de faire. Donc voilà, on était deux jusqu'en mars 2020. Donc c'était beaucoup de travail, mais après voilà, c'était énormément de R&D au début et d'analyse de marché aussi. Bah voilà, qu'est-ce qui existe,
l'idée qu'on avait en tête nous paraissait bien, mais est-ce qu'il y avait un marché qui allait y répondre? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui avait déjà pensé à faire ce qu'on voulait faire? Et donc, ça nous a permis d'affiner la solution, voilà, de trouver vraiment, comme je disais au début, on a dû rencontrer une centaine d'entreprises un peu partout en France, de PME, de petits ETI, dans différents secteurs pour voir bah, voilà, quels étaient leurs besoins, est-ce qu'ils connaissaient les solutions de VDI existantes, est-ce qu'ils en ont déjà utilisé, est-ce qu'ils en utilisent certaines pour certaines entreprises, malgré les coûts, les avantages sont tels que là, on va acheter des ordinateurs qui coûtent très très cher, mais qui nous permettent d'être plus efficaces. Et donc de voir quelle était vraiment la meilleure approche pour ces cibles-là. Et vous avez du coup déployé votre solution chez combien de clients? Aujourd'hui, on a une dizaine de clients en France et on commence à avoir quelques clients à l'étranger, notamment en Allemagne et au Moyen-Orient. Nous, on fonctionne purement en tant qu'éditeur de logiciels, donc même si on a une petite partie de clientèle directe, donc on a des data centers, on a nos propres serveurs qui sont hébergés en France, dans deux data centers en France. Mais le cœur de notre métier, c'est l'édition de logiciels. Donc en fait, on va redistribuer, on va vendre notre solution à des redistributeurs qui, eux, rajouteront par-dessus une couche de support informatique, donc d'infogérance, qui est toute une partie dont nous, on s'occupe pas. Donc gérer les logiciels qui y a à l'intérieur des ordinateurs, gérer les droits d'accès, etc. Et donc, on a à peu près 5 revendeurs informatiques en France et en Europe. Et après, parmi tous ces revendeurs-là, on a une vingtaine, entre 20 et 30 clients finaux, utilisateurs finaux. D'accord. Et, et vos clients, est-ce qu'ils font aussi du in-house, c'est-à-dire est-ce qu'ils utilisent aussi la solution sur leur propre serveur pour s'épargner d'acheter les ordinateurs? Alors, c'est quelque chose qui peut se faire. On n'a pas de clients directs qui hébergent eux-mêmes, parce que donc pour beaucoup, en fait, ils passent par des hébergeurs. Euh, c'est un modèle as a service au final. Donc, plutôt que d'acheter des serveurs, bah, je vais payer tous les mois l'espace que je prends dans un data center. Mais pour certains infogéreurs, effectivement, on fait des mix où on va avoir une partie des serveurs qui sont hébergés chez nous, donc on va leur sous-louer derrière, et une partie des serveurs qui vont acheter eux-mêmes, sur lesquels ils vont déployer les clients. On a vraiment construit la solution pour être la plus flexible possible et la plus modulable possible. Et c'est vraiment voilà, cette flexibilité qu'on va pouvoir apporter au marché, flexibilité qui n'existe pas. Et donc, on peut avoir une solution qui a une partie des données hébergées dans mes bureaux, une partie des données hébergées chez tel infogéreur de confiance à côté de chez moi, et une autre partie sur un cloud un peu plus important. Donc, on peut mixer tout ça de manière très simple, et évidemment bah, en gardant la plus grande fluidité dans la solution et sans faille de sécurité possible. D'accord. Après, on va, en principe, dans ces entretiens, on ne rentre pas dans des choses techniques, donc je ne vais pas poser trop de questions Oui, euh, qui vont perdre les gens qui écoutent ou qui écouteront oui. demain. Mais l'une des difficultés, je suppose que les clients vous disent, bon, c'est bien gentil, mais moi, j'ai des ressources privées à laquelle ma machine virtuelle doit avoir accès. Comment est-ce que vous résolvez ce problème-là en deux mots? Alors, pour tout ça, il y a des solutions, des protocoles qui existent et qui sont validés, hein. Donc, on permet de se connecter. Donc, tout le parc virtuel, on peut le connecter de manière sécurisée à des données qui sont hébergées en local. Ça, c'est des cas d'usage qu'on a régulièrement, effectivement. Donc, d'avoir un petit serveur dans les bureaux qui va héberger quelques données critiques. Et donc, on peut s'y connecter de manière sécurisée, donc par des choses classiques, hein, on entend parler de VPN très souvent, donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Et après, d'autres protocoles un peu plus complexes, mais là-dessus, on accompagne nos clients sur la mise en place de ces systèmes-là voilà, pour des connexions les plus sécurisées possibles. Évidemment, le but, c'est pas de faire sortir le client de sa zone de confort et de lui imposer d'aller sur du cloud, sur du full cloud et de tout héberger dans le cloud parce que c'est la solution. C'est vraiment de trouver ce qui lui convient. Et là encore, on a vraiment construit la solution autour de la modularité pour ne pas avoir à changer les usages en fait. Et de dire, bah, vous êtes habitué à utiliser votre matériel comme ça, et ben, on va continuer à utiliser comme ça, mais en mieux. Alors, là, vous avez une dizaine de clients, vous avez réussi à exporter, donc c'est encore une belle histoire, parce que même si c'est pas des chiffres d'affaires très importants,
Ça veut dire que dès la première année, vous avez réussi à sortir du marché franco-français. Moi j'adore ça. Quel est votre plan de marche? Vous allez où? Là déjà, on est en train de sécuriser la solution, de l'améliorer, de vraiment la positionner en tant que solution de force. Donc on a vraiment trouvé une niche avec quelques usages assez précis. On veut pouvoir la démocratiser le plus possible. Euh, on a une grosse approche euh, green et responsable de l'informatique, qui est une branche qu'on n'a pas encore abordée, mais la manière dont on a construit la solution réduit beaucoup la consommation énergétique d'un parc informatique classique. Et donc c'est quelque chose qu'on veut beaucoup mettre en avant. Et donc là, on a établi des partenariats avec de gros acteurs du secteur du Green IT, du Tech for Good. Et donc voilà, on est en train vraiment d'axer là sur l'année qui vient, sur les 2 années qui viennent, sur une solution qui soit la plus optimale possible, euh, qui puisse vraiment coller au plus de cas d'usage possible, toujours en restant dans ce secteur des PME et des ETI, et commencer à pouvoir fournir une solution pour des instances publiques. Donc là, voilà, il y a quand même des soucis de sécurité, de normes à valider et à respecter, qui est quelque chose qu'on veut faire de toute façon pour nos clients actuels et qui nous permettront d'accéder du coup à un marché public important et qui est très intéressé justement par des solutions souveraines. Et alors, donc ça, c'est les perspectives techniques, c'est-à-dire élargir le marché potentiellement adressable. Et en termes de clients, ça va se traduire comment en 2021-2022? Combien, On reste comme... combien Pardon? vous allez grossir combien? Tu vas passer de 10 à 100 clients, à 1000 clients. Là, on est plutôt voilà, de l'ordre de... on est passé de 0 à 10 clients en 6 mois à peu près. Et donc là, on est en train de revoir un petit peu effectivement le plan commercial. On a recruté donc deux nouveaux associés, deux nouveaux associés pardon, qui nous rejoignent, notamment un qui nous rejoint en tant que managing director en charge des ventes. Donc il y a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et dans ce milieu de tout ce qui est cloud et poste de travail pour justement accélérer ça. Donc là, effectivement, on pourrait plutôt d'atteindre la centaine donc là encore, c'est assez complexe. On prévoit d'atteindre d'ici fin 2021 la centaine de revendeurs. Et donc du coup, d'ici la centaine de revendeurs, ça ferait à une moyenne d'à peu près 500 clients finaux. D'accord. Et un revendeur, c'est quoi? C'est une boîte d'informatique qui installe des PC ou c'est un hébergeur? Typiquement, c'est quoi? On a un peu des deux. Souvent, en fait, les deux vont un peu de pair. Et il y a beaucoup d'hébergeurs régionaux qui ont aussi à côté soit une filiale, soit une entreprise sœur, soit un très gros partenaire avec qui ils font de l'infogérance aussi. Mais effectivement, en fait, le premier acteur avec qui on va discuter, c'est l'infogéreur. Parce que c'est vraiment nous la brique qu'on ne fournit pas, qu'on ne propose pas. Donc, quand on fait de la vente en direct, on va surtout s'adresser à des entreprises qui peuvent faire cette gestion en interne. Mais sinon, voilà, il faut offrir de toute façon cette brique de support informatique. Et nous, on n'a pas du tout ni la vocation, ni les compétences et la capacité aujourd'hui de fournir ce service. Et donc, l'acteur principal, c'est l'infogéreur, parce que derrière, on peut nous héberger les serveurs dans le data center. Après, si l'infogéreur a ses propres serveurs, ce qui est très souvent le cas, en tout cas pour nos clients, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ils ont tous leurs propres serveurs à différentes échelles, mais au moins, voilà, ils ont une partie d'infogérance qu'ils font. Et on peut, encore une fois, mixer, héberger chez nous ou chez eux. Donc c'est vraiment nous la couche d'infogérance qu'on veut apporter pour avoir une offre complète au final. Et fournir l'ordinateur, mais le support qui va avec aussi. Alors, donc, vous cochez toutes les cases, vous produisez ici, vous hébergez ici, vous exportez en plus. Alors maintenant, on va en venir au dernier point qui moi m'intéresse. C'est en plus, vous prétendez consommer moins de ressources. Alors par quel C'est miracle, ça. en étant obligé d'avoir un ordinateur dans ma maison pour me connecter à un ordinateur à distance via tout un tas de routeurs, par quel miracle est-ce que je consomme beaucoup moins d'énergie? Alors, il y a deux choses. Donc déjà, cette première partie-là, le fait d'avoir mon ordinateur qui se connecte à un ordinateur à distance, euh, tout le calcul, donc c'est ça qui va vraiment consommer de l'énergie, c'est quand l'ordinateur va calculer, va réfléchir.
Tout ça est fait sur le data center, sur la machine virtuelle. Et donc mon ordinateur physique que j'utilise pour accéder à ma machine virtuelle, en fait, ne fait que envoyer les touches de clavier sur lesquelles je tape, les clics de ma souris, et recevoir l'image de l'écran. Donc l'ordinateur lui-même, en fait, calcule très très peu et fonctionne très peu, comme si je regardais une vidéo YouTube, en fait. Donc ça, c'est le principe sur mon ordinateur en tant que mon ordinateur client. Donc déjà, au sein des locaux de l'entreprise, déjà là, la facture d'électricité est drastiquement réduite. Dans certains cas d'usage, notamment pour des entreprises très très lourdes qui font de la 3D, des choses comme ça, on a réduit jusqu'à 80% la consommation électrique des postes de travail. C'est ce qui est déjà un premier très gros point. Le deuxième, par contre, c'est effectivement de se dire, mon ordinateur, lui, tourne dans un data center. Les data centers, c'est un peu un désastre écologique, on en parle beaucoup. Les emails, ça pollue, Internet, ça pollue beaucoup. Ce qui est vrai, et donc c'est pour ça on a cherché, et on a un partenaire vraiment excellent pour ça, qui s'appelle de CRSI, qui est une entreprise française basée à Strasbourg, qui fabrique des serveurs. Mais pas n'importe quel serveur, effectivement. Il travaille beaucoup sur tout ce qui est justement la consommation énergétique, comment refroidir les serveurs, parce que le vrai problème des serveurs, c'est pas les serveurs en soi, c'est comment on les refroidit. Parce que le problème, c'est qu'on va mettre 10 000 ordinateurs dans la même salle fermée. Donc ça fait déjà que parfois sur un ordinateur portable, on peut le sentir un petit peu chaud. Avoir 10 000 ordinateurs qui travaillent ensemble, ça fait vite très très chaud et donc faut les refroidir. En moyenne, dans un data center classique, on va consommer quasiment 2 fois plus d'énergie pour refroidir les serveurs que pour alimenter les serveurs eux-mêmes. Et donc là, du coup, on travaille vraiment avec de CRSI depuis maintenant près d'1 an, et certains et d'autres partenaires plus au niveau de l'hébergement pour justement fabriquer des serveurs qui soient à la fois les plus optimisés possibles pour notre solution, mais aussi qui nécessitent le moins d'énergie possible, à la fois pour fonctionner et aussi donc pour être refroidi. Donc là, aujourd'hui, on a réussi à atteindre des chiffres assez intéressants où on dépense à peu près, même un petit peu moins que ce que dépense le serveur lui-même enfin, juste pour le refroidir. Et c'est un chiffre en fait qui est très important, donc sans rentrer dans la technique, mais dans un data center qu'on appelle le PUE, c'est l'efficacité en fait de la puissance, qui va dire combien d'énergie je dépense pour refroidir mon serveur par rapport à l'énergie que je dépense pour le serveur lui-même. Le chiffre parfait, ce serait 1. Ça veut dire que si j'ai un PUE de 1, je ne dépense aucune énergie pour refroidir mon serveur. Aujourd'hui, voilà, comme je disais, on va plutôt dépenser presque 2 fois plus d'énergie. Et aujourd'hui, avec certaines technologies qu'on est encore en train de valider avec de CRSI, on atteint 1,03. Donc en gros, on utilise 3% de l'énergie en plus pour refroidir les serveurs. Donc ce qui est vraiment ce qui est jamais vu aujourd'hui dans un data center. Et le dernier point du coup, c'est de mutualiser, du coup, de créer des machines virtuelles. Un point important, c'est qu'une machine virtuelle veut dire que un ordinateur physique, un serveur physique n'est pas égal à une machine. Je peux avoir 10, 20, 50, 100 ordinateurs virtuels qui tournent sur le même ordinateur physique. Et donc là encore, en condensant toutes ces ressources-là, on permet de dépenser moins et moins et moins. Donc aujourd'hui, sur les chiffres actuellement en production, on dépense à peu près 20% d'énergie en moins par rapport à un parc informatique classique. Et donc là maintenant, avec nos nouveaux tests et les nouveaux serveurs qu'on est en train de tester avec de CRSI, on pourrait descendre presque à 50%. D'accord. Donc ça veut dire que la solution entre une informatique à la maison avec des ordinateurs physiques et une solution distante, on divise par deux l'empreinte écologique immédiate, c'est-à-dire en simple terme de consommable. C'est Et, ça. et en termes d'amortissement des matériels, est-ce que vous allez faire mieux, c'est-à-dire est-ce que vous allez consommer moins de matière? Oui, oui, alors donc du coup après derrière on a évidemment donc au niveau du coût en fonction alors là évidemment tout va varier en fonction de l'usage de l'entreprise si c'est une entreprise qui est plutôt tournée bureautique ou plutôt tournée gros poste de travail très très lourd mais en moyenne on peut presque diviser par deux le coût total donc c'est ce qu'on appelle le TCO Total Cost of Ownership donc le coût total d'un parc informatique sur une longue période donc sur 3 à 5 ans on peut presque le diviser par deux grâce au VDI justement. Et, en plus de ça, il y a un gros impact écologique auquel on pense pas beaucoup, mais qui est en fait les déchets technologiques.
Donc le fait que dans 3 ans, je change d'ordinateur, tous les ans, je change de téléphone portable, donc je jette les anciens ordinateurs, et pour beaucoup, ils sont pas recyclés. Et donc là, nous, le boîtier dont je parlais tout à l'heure, qu'on met à disposition, donc l'ordinateur qu'on met à disposition des entreprises pour se connecter à distance, a une durée de vie de 7 ans. Donc du coup, on installe un ordinateur et pendant 7 ans, il n'a pas besoin de bouger. Donc on réduit aussi voilà cette partie-là qui dans tous les calculs en fait qu'on peut trouver sur l'impact écologique de l'informatique, c'est quelque chose qui ne sort pas beaucoup en fait parce on pense surtout à l'énergie qu'on va dépenser en utilisant l'informatique, mais pas vraiment à qu'est-ce qui se passe quand on jette les ordinateurs. Ouais. Alors pour le téléphone, c'est l'essentiel. L'essentiel de Ah bah l'empreinte du oui. téléphone, c'est le fait de les jeter. Euh, euh, Mm. et alors, moi je trouve ça déjà beaucoup plus sexy que ce qu'on nous promet d'habitude, parce que d'habitude on nous promet 10%, 20%, 40%. Là, une division par deux, c'est déjà vachement sympa. Mais les objectifs de Paris pour 2050, c'est une division par 4. Ça veut dire que si on veut faire cette division par 4, est-ce qu'on est obligé de travailler au niveau du logiciel et au niveau de la productivité des gens? Ou est-ce que vous en avez encore sous le pied? Alors par 4, effectivement, c'est un gros objectif. Après, effectivement, on continue toujours à travailler là-dessus. Euh, on est aussi, on est dans un mouvement et la manière dont on travaille, c'est un mouvement qui s'appelle Green by IT, qui veut dire que la manière dont on va coder aussi le logiciel va permettre d'économiser le plus possible. Donc nous, notre système, c'est pas quelque chose qui est très demandant en ressources, mais on va vraiment chercher à optimiser au maximum sans impacter sur l'usage pour l'utilisateur, mais pour effectivement dépenser le moins possible, faire travailler le serveur le moins possible, parce que c'est ça qui consomme. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille tout le temps et qu'on améliorera jusqu'au maximum, hein. Et après, effectivement, on a derrière, en fait, avec certains partenaires, notamment un partenaire qui s'appelle Tresorio, qui est basé à Metz, on essaie en fait de faire presque de l'énergie qui se régénère en fait plutôt que de juste dire on va diviser par deux la consommation énergétique, on va dire ben, on divise par deux, mais en plus on va redonner en plus, ce qui permettra de ne pas dépenser sur d'autres postes. Donc par exemple, Tresorio ont développé tout un système qui permet en refroidissant les serveurs de chauffer de l'eau pour chauffer des bâtiments. Et donc du coup en travaillant avec eux, on permet d'avoir une solution complète donc d'informatique qui va dépenser moins, mais en plus permettre de chauffer mes locaux ou de chauffer tout un quartier et donc d'économiser sur ces secteurs-là. Donc pour moi, en fait, la solution n'est pas de se dire il faut que les serveurs, les data centers consomment 4 fois moins, parce que ce sera pas possible. Malheureusement, le serveur déjà de base a besoin d'énergie pour fonctionner. Mais par contre, à côté, on peut se dire, OK, quand le serveur va fonctionner, c'est de l'énergie. La perte sèche qu'on va avoir, c'est de la chaleur. C'est toujours ça, c'est la chaleur qu'on perd. Et donc, là où Tresorio a, selon moi, vraiment le bon schéma de pensée, c'est de se dire, bah, cette chaleur que j'ai, soit juste je me dis, je la perds, ça part dans l'atmosphère et c'est tout, soit je la réutilise pour justement, en fait, faire atteindre à un moment cette division par 4, mais non pas au niveau c'est pas le serveur qui sera divisé par 4, c'est le serveur divisé par 2, mais qui permettra aussi de diviser d'autres secteurs énergétiques par 2, 3, 4. Voilà, ils ont déjà réussi à remplacer pour certains bâtiments tout le système de chauffage. Donc le bâtiment dépense littéralement zéro en énergie pour se chauffer, parce que tout est géré par les serveurs. D'accord. Donc ça veut dire que, parce que quand on fait diviser par deux, puis rediviser par deux, et si jamais on a une source de l'énergie qui est verte, et qu'en plus, vos clients font également des économies de postes, de nature de licence, de logiciels qui font tourner, on peut aller chercher en fait un facteur 10 dans les 10 ans qui viennent, si on a vraiment envie d'aller le chercher. Oui, on peut pousser ça très très loin, hein. Donc nous évidemment là aujourd'hui on est vraiment sur du VDI et c'est la solution sur laquelle on se concentre le plus possible. Notre ambition sur 5 à 10 ans, c'est de commencer aussi à fournir d'autres services cloud. Des services que pourrait fournir un AWS aujourd'hui, euh, qui est en tout cas en Europe un des leaders du cloud, parce que bah, voilà, tous les services qu'ils proposent sont vraiment intéressants. Mais donc nous, le but, c'est de pouvoir se dire, bah, on va fournir ces services-là pour les entreprises, à la fois pour tout l'avantage souverain,
évidemment, qu'ils puissent le garder, mais tout cet avantage énergétique sur lequel malheureusement les géants du cloud ne se positionnent pas, en tout cas pas publiquement, pas ouvertement, et c'est quelque chose d'assez dommage. Donc on entend certains data centers qui disent mettre des panneaux solaires pour générer une partie d'énergie, mettre des parcs éoliens, etc. Mais comme on a vu, c'est pas assez au final. De juste se dire que le data center consomme pas, c'est c'est juste masquer un petit peu un problème sans aller là où il faudrait. C'est comme aujourd'hui la voiture électrique où on dépense plus d'essence, mais fabriquer des batteries, ça a aussi un impact. Donc, il faut vraiment réussir à trouver cet écosystème. Et là, aujourd'hui, on travaille dessus. On n'a pas du tout la science infuse ni la solution qu'il faut, mais on est vraiment, en tout cas, actif et on travaille activement là-dessus avec des partenaires qui font ce choix aussi et tous nos partenaires, ça c'est notre choix et notre ADN aussi, mais des partenaires souverains, des partenaires français qui travaillent là-dessus et donc qui portent ce mouvement et cette mouvance-là en se disant l'informatique, on peut pas s'en passer. L'informatique, c'est ce qui fait tourner le monde aujourd'hui. Il faut trouver un moyen, non pas que ça n'ait pas d'impact sur l'environnement, mais que ça ait même un impact positif. C'est très clair. Alors du coup, est-ce que vos clients, pour eux, c'est réellement important? Parce que moi, je suis étonné. La plupart des clients voient ça comme nice to have, le côté écolo et le côté souverain. Est-ce que chez vos clients à vous, c'est vraiment apprécié? Chez certains, oui. Chez certains, c'est vraiment euh, bah, pour certains, même c'est le facteur pour lequel ils sont venus nous voir. Ils ont entendu parler de la solution et ils ont vu cette petite brique que même nous, au début, effectivement, et comme tu disais, c'était un nice to have pour beaucoup. Donc, on disait, on mettait ça dans un petit encart, quelques chiffres par rapport à la consommation énergétique, mais c'était pas vraiment mis en avant. Mais il y a des clients qui ont commencé à nous contacter pour ça, des redistributeurs, des revendeurs qui mettent aussi beaucoup ça en avant, alors par des actions concrètes assez classiques entre guillemets, mais on voit qu'il y a quand même une mentalité qui se tourne vers ça. On a des partenaires qui, dès qu'ils déploient un nouveau poste de travail, vont planter un arbre, des choses comme ça. Donc, c'est c'est un geste au moins qui montre qu'il y a une envie de la part au moins d'un secteur d'un segment d'avancer là-dessus. Et de se dire, bah voilà, si mon parc informatique fonctionne de la même manière, mais qu'en plus il a un impact positif sur l'environnement, bah c'est tout aussi bien et pourquoi pas passer par une solution, par une telle solution. Après, effectivement, on a aussi beaucoup de solutions enfin d'entreprises, pardon, pour qui effectivement c'est un nice to have et qui eux voient purement l'usage technique. Après, bah c'est pas forcément plus mal. Eux, ils ont l'usage technique, mais il y a ce nice to have qui donne un impact positif quand même à côté, qui est toujours bien. On n'est pas à l'abri après d'un changement aussi des mentalités. Nous, au début, il y a 2 ans, quand on vendait le télétravail aux entreprises, surtout aux PME, c'était un échec cuisant. On leur proposait, bah, grâce à ça, vos collaborateurs pourront travailler chez eux sans aucun problème, ils pourront travailler à distance, en mobilité, depuis chez le client. Et beaucoup de PME nous disaient, bah, c'est intéressant, mais moi, mes collaborateurs, je veux qu'ils travaillent dans l'entreprise, je veux qu'ils travaillent avec les autres, etc. Bah, malheureusement, pour beaucoup, enfin pour tout le monde, hein, il y a eu la crise du Covid qui est arrivée et le télétravail s'est imposé comme quelque chose d'obligatoire. Et beaucoup d'experts s'accordent à dire que même une fois que la crise sera passée, le télétravail est rentré maintenant dans les mentalités et dans les mœurs professionnelles et il restera. Et aujourd'hui, on parle de télétravail, bah, c'est sur notre site, c'est le premier mot qui arrive maintenant. C'est le télétravail. Et donc là aussi, c'est quelque chose où le Green IT, ça prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'ampleur, pardon. Et c'est quelque chose qu'on met en avant et il y a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir pour ce biais-là. Qu'est-ce que les pouvoirs publics pourraient faire pour vous? Bah, mettre en avant les solutions françaises, c'est quelque chose qui font déjà, mais effectivement, promouvoir les solutions françaises, c'est quelque chose de bien parce on a des très gros et des très beaux talents en France et des très belles entreprises qui sont beaucoup éclipsées par des solutions américaines parce que utilisées par la majorité, etc. Donc voilà, aujourd'hui on discute déjà avec certaines entités publiques
Alors évidemment, il y a des contraintes, comme je disais au début, de sécurité, d'accréditation et de normes que la solution doit avoir. Euh, Après, voilà, quelque chose qui pour moi pourrait vraiment aider beaucoup de startups. Alors, nous en faisant partie, mais on est dans plusieurs incubateurs, donc on est dans des réseaux de startups avec qui on discute tous les jours. Et accompagner justement les entreprises à valider ces objectifs, à valider ces normes, à atteindre ces normes, des normes ISO, etc., serait un très bon point parce que euh, on entend les pouvoirs publics qui disent bah oui, il faut mettre en avant les solutions françaises, sauf que les solutions françaises qui sont mises en avant, c'est des très grosses, c'est des licornes, c'est même plus des startups à ce niveau-là. Donc pousser les startups et du coup à avoir des programmes ou en tout cas des solutions pour faciliter les accréditations, les validations, faciliter l'entrée sur les marchés publics. Aujourd'hui, pour avoir du marché public, il faut quasiment exclusivement passer par l'UGAP. Et une startup qui vient de commencer, pour elle, c'est impossible. Il faut avoir des personnes qui suivent l'entreprise de près, qui connaissent un peu ces réseaux-là et qui ont des introductions là-bas. Donc des mouvements comme ça pour pousser un petit peu des offres de startup euh, pour être intéressant. D'accord. Donc c'est l'aide en fait sur d'une façon ou d'une autre sur le fait d'avoir des certifications de valeur internationale en fait. Des certifications, du référencement. Du référencement. Là, nous, on commence à essayer d'approcher quelques collectivités, des petites collectivités aujourd'hui. Euh, la première chose qu'ils font, c'est d'aller voir dans l'annuaire de la DINU, donc c'est la direction interrégionale du numérique, euh, et, euh, et pour voir si la solution est référencée. Si on n'y est pas, il n'y a pas de discussion. Si on y est, effectivement, ils commencent à être intéressés et à dire bon bah on peut regarder ça ensemble. Mais voilà, c'est un secteur. Le secteur public a beaucoup à gagner, je pense, à utiliser des solutions françaises. Après, effectivement, bah si jamais une startup aujourd'hui va avoir une PME, si la PME trouve la solution intéressante, elle la testera. Une startup va avoir un groupe public, une collectivité territoriale, bah, pour beaucoup, ils vont pas prendre de risques, ils vont regarder la DINUM, ou en tout cas les solutions référencées publiquement. Et après, bah, si on est référencé, on peut engager une discussion. Donc, avoir un référencement de start-up autre que des licornes dans le FT 120 ou le Next 40 serait intéressant effectivement. Et dans votre parcours de créateur d'entreprise, quels ont été les points clés de réussite? Pourquoi est-ce que vous avez réussi à vous lancer, à lever, à vendre à l'étranger? Quels ont été faits? Euh, alors c'est lié, alors bon, pour beaucoup, et il y en a toujours un petit peu, mais il y a un petit peu un facteur chance qui est basé évidemment sur le produit et sur ce qu'on fait, hein. Mais c'est vraiment les rencontres. Donc le premier, la première chose à faire vraiment, c'est de rencontrer les gens. Des rencontres via des réseaux existants, hein. Le réseau Entreprendre en est un, les incubateurs, et, euh, et essayer de parler de son entreprise. Il y a beaucoup, et même nous on était comme ça au début, hein, on est beaucoup à se dire, bah, tant que j'ai pas de produit, tant que j'ai pas trop commencé, je vais pas parler de mon entreprise ou je vais pas écrire d'articles, je vais pas m'afficher publiquement. Et c'est une grosse erreur. Nous, on a vraiment eu un gros décollage quand on a pu rencontrer deux CRSI. Et c'est arrivé après un article que j'ai, enfin une interview que j'ai donnée dans le journal de mon école, qui a été lu par un membre de deux CRSI et qui a lancé un petit peu tout ça. Et donc du coup notre mouvement vers notre pivot, même un peu vers du green, la plupart notre export international s'est fait grâce à deux CRSI. Donc c'est la solution, mais c'est le fait d'en parler. Le fait d'en parler, c'est évidemment on dit la chance, mais la chance ça se provoque. Et c'est le fait de voilà d'aller rencontrer des gens, d'oser aller voir des personnes. Et moi je me souviens les premiers salons qu'on faisait, bon, on voyait de loin tel entrepreneur là-bas il y a Octave Klaba, le fondateur d'OVH, qui est vraiment une pointure dans le cloud aujourd'hui, en tout cas en Europe. Moi, Augustin Gaillot, petit entrepreneur qui a commencé il y a 6 mois, je vais pas l'intéresser, donc je vais pas aller le voir. Et en fait, c'est une grosse erreur. Bon, si jamais, voilà, il est occupé, il n'a pas le temps, bah, il nous le dira sans problème. Mais
le fait d'aller voir des personnes. Et une fois qu'on a pris un peu cette mentalité-là, euh, bah, voilà, on n'a plus peur et on peut commencer à aller voir alors faut faire beaucoup de salons, surtout au début, hein, faut rencontrer beaucoup de gens et on n'a plus peur d'aller voir des entreprises, de discuter. Et nous, c'est grâce à ça qu'on a trouvé beaucoup de nos très très beaux partenaires. Euh, Toute notre chaîne de valeur est en France. L'Omnipod, le boîtier, il est fabriqué en France à Montpellier. Ben, on a rencontré les acteurs dans des conventions, dans des salons, en allant leur parler, en voyant ah, bah, c'est intéressant ce que vous faites, voilà notre projet. Euh, et les entreprises euh, sont, euh, sont très ouvertes en fait aux startups au final, parce que quand on va commencer à discuter avec des chefs d'entreprise, bah, eux aussi ils ont commencé à notre niveau à un moment. Pour beaucoup, surtout à l'échelle des PME, c'est beaucoup de personnes qui ont créé leur entreprise il y a 10, 15, 20, 30 ans. Euh, et pour beaucoup, même naturellement, ils veulent aussi renvoyer la balle. Ils se disent, bah oui, effectivement, moi quand j'ai commencé, j'étais content d'avoir mes premiers clients. Euh, donc c'est plus facile qu'on pense. Alors effectivement, faut pas forcer les gens, mais c'est plus facile qu'on pense d'aller voir des directeurs d'entreprise, directeurs financiers, directeurs commerciaux, directeurs techniques d'entreprises petites ou moyennes. Évidemment, s'ils n'ont pas le temps ou si la solution les intéresse pas, ils le diront et c'est pas un souci. Mais c'est vraiment ça, effectivement. Je pense que les plus gros points d'avancée de notre projet, c'était ça, c'était les rencontres, parce que ça a soit déclenché des contrats, des clients, des partenaires, soit ça nous a fait réaliser certaines choses où on s'est dit, bah, faut qu'on pivote, en fait, faut qu'on change de produit, parce que finalement, voilà, le produit qu'on vend aujourd'hui, OmniCloud, c'est pas du tout ce que c'était il y a 2 ans et demi quand on a commencé à travailler. Ouais. Au tout début, c'était un seul ordinateur pour quelques usages pour les professionnels avec des puissances variables. On n'avait pas du tout imaginé l'environnement green, le parc informatique complet, etc. Et donc, c'est au fil des rencontres qu'on a réalisé que voilà, les entreprises nous disaient votre projet est intéressant, mais pas complet, il manquerait ça, il manquerait ça, il manquerait ça. Et donc, faut écouter. Faut aussi écouter tous les retours qu'on a, hein, les bons et les mauvais, et même surtout les mauvais. Ça fait très cliché de dire ça, mais oui, il faut. Combien ça coûte un Omnipod? Le boîtier? Ouais, Le boîtier Omnipod qu'on fournit à l'entreprise, il est compris dans l'offre pour une dizaine d'euros par mois. d'accord. D'accord, c'est une location. C'est une location, un système de box. Si ça vous plaît pas, vous le renvoyez. Bon, après, c'est moins cher qu'une box internet. Ça consomme combien en jus? Euh, alors, à l'intérieur, là, on est en train de le remodifier, mais à l'époque, c'était une Raspberry Pi. Donc, c'est du micro-ordinateur qui va consommer, je dirais une bêtise, mais c'est quelques dizaines de watts. Donc, c'est vraiment très très peu. C'est moins puissant qu'un téléphone portable. C'est moins puissant qu'un smartphone. Donc ça consomme moins qu'un iPhone, moins qu'un Samsung. Bon, ça consomme moins qu'un smartphone. Donc on est vraiment sur quelque chose de tout petit. Ouais. Ouais, après, je vais pas poser des questions compliquées, mais en fait, ça dépend s'il y a un ventilo dans la ligne, ça dépend de tout un tas de trucs. Parce qu'un Oui, téléphone, voilà, ça dépend de tout il y a ça. rien de ça, c'est même pas un watt. Donc, un watt, c'est rien du tout. Ouais. Là, vraiment, on est dans le négligeable. C'est 5 ou 6 fois moins qu'une box Voilà. internet. Donc, c'est vraiment de la rigolade. Si vous arrivez à ce niveau-là, c'est sûr que là, il y a plus de discussion sur le terminal, quoi. C'est rien du tout. Déjà, Oui. tu branches ton écran, tu l'allumes même pas, il consomme déjà un watt. Donc, là, la question se pose plus trop au niveau du terminal. Je pense que le jour où on a des écrans qui consomment moins d'un watt, on en reparle, quoi. Ou alors c'est un téléphone. Euh, mais on va y venir. Mais pour l'instant, un écran, un grand écran, on n'y est pas. Et encore, toi, t'es jeune, t'as pas vécu les écrans 19 pouces, tu sais, les écrans 19 pouces, mais Les avec catholiques? le cathodique, quoi. Le machin, ça Ouais. consomme Ah ouais, je 80. m'en souviens. J'en ai vu quand même, j'en ai vu quelques-uns. Je me souviens de ma télé qui a implosé un jour, on la regardait. Donc, Bah, c'est ça. Notamment, ça avait la désagréable habitude de sauter de façon assez désagréable. Donc, ouais. on se rend pas compte. Et c'est ce que moi, j'ai toujours du mal. Mais c'est l'effet d'éviction. C'est que on a quand même énormément amélioré nos périphériques en informatique. On donne des machines 100 fois plus puissantes qui consomment 10 fois moins. Mais comme on est 1000 fois plus à les utiliser, en fait, la consommation globale, elle n'a pas baissé. Mais j'espère que là, on est parti dans l'autre sens. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en France, dans les entreprises, la consommation électrique, elle baisse. Donc,
Donc on est quand même, on est enfin arrivé sur un système vertueux. Il était temps. Et là, avec votre solution, on peut aller nettement plus loin. Qu'est-ce qu'on a, de quoi on a oublié de parler? Bah, ça m'a l'air plutôt bien, parce que voilà, sur le cloud souverain, effectivement, on parlait un peu de Clair, souveraineté, c'est très clair. de souveraineté des données, effectivement. La souveraineté, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Et aujourd'hui, voilà, là encore, on a des solutions françaises qui fonctionnent très très bien, aussi bien, voire même mieux que les solutions américaines concurrentes. Donc, faut vraiment pas hésiter à y aller. Moi, mon rêve, c'est de voir un jour le système d'exploitation de base des entreprises quitter Microsoft, quitter Windows et aller sur des solutions un peu plus open source comme Linux, quoi. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on peut parler de souveraineté comme on veut. Il y a un cœur qui, lui, ne bouge jamais, c'est Microsoft, c'est Windows. Donc, Il recule quand même. Moi, je suis un utilisateur c'est historique étonnant. de Microsoft. Nous, on en consomme de moins en moins de ces produits. Donc, Pour la partie développement, oui, oui. la majorité du parc, elle est toujours sous Windows, mais ça baisse, l'air de rien. Moi, j'ai de plus en plus de postes qui sont sous Linux, hein. Moi, je crois que c'est assez inexorable. Et d'ailleurs, je pense que Microsoft ne va pas tarder à sortir un Windows sur un kernel Linux. Moi, je serais pas étonné. À mon avis, ça Bah, va il finir. supporte déjà, oui, il supporte déjà certaines actions du cœur Linux. Donc, après, je sais il y a certaines instances publiques. La gendarmerie nationale est sur Linux, ils sont sur Oui, Ubuntu. Ils sont en train, voilà, de mettre certains outils. Alors, il y a eu quelques gros échecs aussi, dont on a eu vent avec certaines entreprises ou organismes publics qui ont tenté de se mettre sur du Linux et qui n'ont pas fonctionné. Voilà, en fait, le gros souci, vraiment, et de l'expérience que j'ai pu avoir avec les entreprises, c'est pas le système d'exploitation lui-même, que ce soit Windows ou Linux, c'est l'écosystème qui est autour. Ça va être de l'Active Directory, des choses comme ça, des serveurs de partage de fichiers, où bah, quasiment tous les infogéreurs sont entraînés que sur Windows, donc ils vont proposer que du Windows. Et là, effectivement, on peut pas leur jeter la pierre. L'écosystème Microsoft est très très bien pour les professionnels. Tous les systèmes d'authentification, tous les services qui est autour sont vraiment très très bons. Donc il faut réussir à les mettre en place, à les développer aussi en open source pour d'autres solutions. L'open source, c'est vraiment une solution d'avenir. Nous, on a l'ambition d'ici quelques temps, quand on aura une solution bien établie, d'open sourcer tout ou partie de notre système et de notre solution. Euh, Parce que voilà, il faut aussi il faut profiter avec tout le monde et on n'aura jamais dans l'équipe, même si voilà, l'entreprise grandit, on n'aura jamais tous les profils, on n'aura jamais tous les meilleurs profils. Et donc l'open source permet aussi de partager à ça. On participe nous-mêmes à plusieurs projets open source déjà et c'est quelque chose qu'il faut pousser en avant. ouais, pour la petite histoire, moi j'ai fait les premières réunions, puisque moi j'ai fait mon service militaire en gendarmerie, j'ai fait les premières réunions pour passer sous Linux, c'était en 96, tu vois, donc Ah ouais. c'est pas tout jeune, hein, donc on a mis longtemps, mais effectivement, maintenant c'est fait. Bon, bah, c'était super, c'était extrêmement clair, je crois qu'on s'est pas noyé dans la technique, donc c'était bien, et en même temps c'était substantiel. Je te remercie. Si jamais tu veux Bah, ajouter merci à quelque chose, toi. vas-y. Sinon, on en termine là. Bah, Omni est une très très bonne solution, donc n'hésitez pas à aller sur notre site omni.cloud et on sera ravis d'échanger en tout cas sur tout type de cas d'usage. Super. Eh ben, bonne journée et bon courage pour la suite. À bientôt. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.